Bonjour, bienvenue au premier Tactica du Game Workshop de Namur. Alors, pour commencer en fait avec ces Tactica, on a choisi une armée de Welf suite à la sortie, et on a choisi surtout d'essayer de composer une armée en fonction des figurines qui ont été le plus prisées, enfin celles qui ont vraiment voilà, remporté le plus grand suffrage auprès de vous. Alors, les deux grands gagnants au niveau de ces figurines, c'est le Maître du Savoir de Hutt et le Phénix Spirefeu. Donc dans ce Tactica, on a essayé de construire une armée vous permettant de jouer surtout avec ces figurines et de les mettre en avant. On a composé une liste armée pour cela. Donc la liste que nous avons choisie est celle-ci. Donc on joue un maître du savoir de Hutt, donc qui est un niveau 2, qui connaît tous les sorts primaires des 8 domaines de magie. On lui a mis le livre de Hutt pour pouvoir les lancer plus facilement, la couronne d'or d'Atrazar, qui lui permet d'avoir quelque part un quatrième point de vie sur 2+, et avec les 5 points qui restaient, un icône de fer, histoire de protéger les maîtres des épées dans lesquels il se trouve. Il est donc dans un régiment de 28 maîtres des épées, avec la fameuse bannière du Dragon Monde. On verra que c'est pas toujours évident de jouer avec cette bannière du Dragon Monde, mais que parfois elle est juste l'outil qui va vous faire gagner à elle toute seule. Le deuxième régiment en fait, va se composer d'un homme des mers avec la grande bannière et l'arc du patrouilleur, qui va se trouver dans un régiment de 40 gardes maritimes avec l'étendard et le champion, et bien sûr bouclier pour les gardes maritimes. Et le mage niveau 2 de haute magie, avec un parchemin de dissipation un peu inévitable dans une liste où on n'a que des magiciens niveau 2, avec également la lame hurlante afin d'éviter toute mauvaise surprise avec la terreur ou la peur. Bien sûr, cette liste est complétée par deux phénix pire-feu, donc les deux unités qui ont vraiment été les plus plébiscitées depuis la sortie du livre armé, et on va voir ensemble comment les jouer. Donc effectivement, dans ce Tactica, on va faire en différentes étapes. Dans un premier temps, on va voir chaque unité dans son mode de fonctionnement, les interactions et les tactiques de jeu possibles avec. Et dans un dernier temps, on verra effectivement l'intérêt ou comment jouer cette liste armée face à euh, chaque autre race de Warhammer. Alors, l'intérêt de chaque unité. On va s'intéresser d'abord aux fameux phénix. Alors, les phénix pierre-feu, effectivement, ont un gros avantage. C'est que, c'est vrai qu'ils peuvent renaître, mais surtout, ils font ce qu'on appelle les attaques au passage. C'est donc des unités de harcèlement et qui vont permettre surtout de diminuer les forces de l'armée adverse avant qu'elles n'arrivent sur vos deux régiments principaux, celui de garde maritime ou celui de maître des épées. Alors comment fonctionner avec ces phénix? Eh bien tout simplement, on ne va pas les envoyer au corps à corps, mais plutôt juste survoler les unités qui ont en tout cas le plus grand nombre de rangs possible, puisqu'ils infligent un des 6 touches de force 4 sur une unité, plus un des 3 par rang. Donc effectivement, leur grande efficacité, en tout cas on va les optimiser sur les unités avec le plus grand nombre de rangs. Pourquoi en mettre deux? Parce que si on réfléchit bien, s'ils passent tous les deux sur le même régiment, on inflige alors 2d6 touches de force 4, gratuit pratiquement, et également un des 3 par phénix par rang, donc ça peut faire énormément. Imaginons sur une unité normale qui est composée de 3 rangs, ça nous fait simplement 2d6 touches de force 4 plus 3d3, donc 6d3 touches de force 4 supplémentaires. Donc ça commence à faire beaucoup de touches gratuites pour le début de partie, puisque avec un vol de 20, vous réussirez souvent dès le tour 1, si vous n'avez pas commencé, ou dès le tour 2, à assaillir et en tout cas affaiblir les rangs ennemis avec ces passages. Chose à bien penser avec ces phénix, c'est de toujours les mettre hors de portée de charge afin de pouvoir à chaque fois passer avec sur les unités. Les deux autres unités qui composent cette armée sont les maîtres des épées et les gardes maritimes. La première aura différentes fonctions selon l'ennemi. Souvent on la mettra en attente, les maîtres des épées attendront, puis simplement vers le tour 4 ou tour 5 serviront réellement en allant assaillir ceux qui approcheraient trop près des gardes maritimes euh, ou de votre bord de table. Les gardes maritimes, eux, vont avoir le but dans un premier temps de pouvoir diminuer comme le feront les phénix avec leurs tirs, puisque 40 tirs de volée, puisqu'on va les mettre plutôt sur 3 rangs.
pour pouvoir optimiser le nombre de tirs. Donc 40 tirs qui vont arriver sur l'ennemi. C'est le même but que les phénix, c'est-à-dire affaiblir un maximum l'ennemi avant d'engager le corps à corps. Les maîtres des épées sont eux certainement une des meilleures unités de corps à corps du jeu. Donc si on affaiblit l'unité adverse et qu'on la finit avec les maîtres des épées, dans la plupart des cas, on est à peu près sûr de pouvoir remporter la victoire. Au niveau des personnages, on a en héros le Homme des Mers. Le Homme des Mers, avec la grande bannière et l'arc du patrouilleur, se jouera dans les gardes maritimes. Pourquoi? Parce que le Homme des Mers va offrir aussi l'aspect tactique avec les reformations gratuites que nous verrons ensuite dans les interactions pour les gardes maritimes. Et offrira en plus de ça, en plus des 40 tirs des gardes maritimes, 3 tirs de l'arc de patrouilleur avec une très bonne CT et une force de 5. Et donc accentuer encore ce fait de diminuer les forces ennemies avant qu'ils n'arrivent. Le maître du savoir de Hoth. Le maître du savoir de Hoth est un personnage seigneur compliqué à comprendre puisque c'est un combattant, un vrai maître des épées avec une force de 6, mais également un très bon magicien qui connaît 8 sorts. Alors, ce n'est pas évident au début de jouer avec ce genre d'unité puisque effectivement il faut en comprendre toute la polyvalence et la complexité. Et c'est ce qu'on va se proposer d'essayer d'expliquer par la suite en comment jouer avec cette magie qui est fort diversifiée et qui permet dans chacun des cas de s'adapter à l'ennemi. Enfin, le troisième personnage de cette armée, c'est le magicien niveau 2 de haute magie qui va nous permettre en fait de soit continuer dans l'idée de l'affaiblissement de l'ennemi avec l'étouffement de l'âme, ou de gérer les magies adverses qui donnent des boosts trop importants ou des malédictions trop importantes grâce au drain de magie. En plus de ça, avec deux magiciens niveau 2 à 2000 points, on va souvent se retrouver face à des magiciens niveau 4. Il faut donc pouvoir avoir accès à un parchemin de dissipation, ou en tout cas à de l'anti-magie, afin de s'en sortir au mieux. Bien que le livre de Hoth, qui est présent sur le maître du savoir, pourra également nous aider dans cette tâche. Entrer dans la tactique de jeu. C'était mon générique. Ok. Alors, effectivement, tactique de jeu, voilà une armée qu'on vous a présentée un petit peu et on va essayer de vous donner un petit peu la manière de l'utiliser pour l'optimiser. Alors, les figurines sont ici placées pour voilà ce qu'on va appeler le déploiement classique pour ce genre d'armée. Tout simplement avec les phénix qu'on va mettre ensemble afin qu'ils puissent ensemble aller sur la même unité et donc faire leurs attaques au passage ensemble. Une unité de garde maritime qui va donc être mise sur 3 rangs afin de pouvoir tirer avec tout le monde et surtout être l'unité centrale qui va déployer, enfin qui va essayer d'envoyer le plus grand nombre de flèches tout en restant en arrière, voire en avançant un peu au début et en reculant par la suite tout en se tenant à distance de tir et pas de charge. À côté, le régiment des maîtres des épées, qui lui aussi, en fait, aura le but de rester à côté. Si en face on n'a pas trop de tirs et qu'ils arrivent à encaisser, effectivement, on les garde comme ça. Sinon, effectivement, il faut qu'ils aillent au plus vite au corps à corps et intercepter peut-être l'unité qui pourrait être la plus dangereuse pour les gardes maritimes. Warhammer étant un jeu qui se divise en plusieurs phases, voilà comment se passerait en règle générale la phase de mouvement. La phase de mouvement, c'est les bouger pour toujours se mettre à peu près à 24 pas d'une unité ennemie pour délivrer les tirs, tout en restant, même s'il faut reculer vers le bord de taille, je sais c'est dangereux, mais il faut retarder le plus tard possible le moment du corps à corps avec eux. Les maîtres des épées, en fonction des armées qui est en face, il y a énormément de tirs qui vont prendre pour cible les maîtres des épées, les avancer au plus vite pour les mettre au corps à corps et les protéger de ça. Sinon, effectivement, les laisser en régiment d'attente afin de réceptionner les possibles charges qui arriveraient sur les gardes maritimes ou sur eux. Enfin, la phase de mouvement la plus importante, ça va être avec les phénix. Pourquoi? Parce que les phénix vont devoir survoler les unités ennemies. Ce survol des unités ennemies doit faire en sorte que le phénix finisse son chemin soit derrière
une unité, soit sur le côté, mais de façon obligatoirement à ne pas être dans l'angle de vue et ne pas recevoir les charges, afin de continuer son harcèlement avec ses touches au passage. Phase de Gigi. Phase de magie, pardon. Donc en phase de magie, effectivement, comme vous pouvez le remarquer, le maître du savoir de Hoth a 8 sorts, ce qui est assez impressionnant. À côté de ça, on va avoir un magicien niveau 2 qui lui va connaître 2 sorts de haute magie. En règle générale, les débuts de partie, on va surtout, avec le maître du savoir de Hoth, donner des attaques avec le regard embrasé de Shem, la boule de feu, essayer de réduire le mouvement de l'adversaire grâce au miasme, ce qui va être le plus important dans cette idée, mais également peut-être, si l'ennemi avance très vite, placer des buveurs d'esprit, mais ça c'est quand même dans de très très rares cas. Si votre adversaire est lui aussi une armée forte en tir, si effectivement dans l'armée en face il y a beaucoup de tirs, les sorts comme le blizzard et la régénération de la vie vont vous aider à vous protéger. Et n'hésitez pas à essayer de placer une incarnation de Visanne pour augmenter votre endurance afin de se protéger de nouveau contre ces tirs. Les sorts du métal et de la mort seront beaucoup plus utilisés vers enfin en tout cas pour la mort, vers le milieu de partie, puisque la portée de 12 pas du sort primaire, puisqu'on ne va pas utiliser beaucoup de dés, on ne va pas passer à la valeur 24+, font que ce sort on va le réserver pour un milieu de partie. Le métal est quant à lui à réserver face aux unités comme les guerriers du chaos, ou la Bretonnie, ou les armées avec des armures très costauds, pour justement se donner la chance de détruire plus rapidement ce genre d'unité difficile après au corps à corps. Au niveau de la haute magie, on a bien sûr, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, l'étouffement de l'âme et le drain de magie pour s'en sortir, mais il existe d'autres sorts au niveau de la haute magie, et notamment le sort passe-muraille. Si on arrive à le tirer, c'est quand même une très bonne option pour pouvoir de nouveau, avec des phénix, refaire des passages et de nouveau des touches avec un harcèlement assez facile à mettre en place. De plus, pourquoi un niveau 2? C'est se donner 2 fois plus de chances de placer quand même une invue sur des gardes maritimes qui pourraient avoir du mal à résister à certains tirs adverses. Ça, c'était les tirs. Effectivement, ensuite, la phase de tir. Dans cette armée, on va avoir un énorme régiment de tirs, les gardes maritimes. Les gardes maritimes ont donc pour mission d'affaiblir, je répète, les unités les plus importantes de l'ennemi. Également, dans cette unité, on a bien sûr l'arc du patrouilleur qui est ici. Ne pas hésiter à le sortir du régiment de temps en temps pendant la phase de mouvement, afin de lui permettre de tirer sur une autre cible, et donc parfois de détruire des unités qui pourraient être des petites unités d'avant-garde embêtantes, parce qu'avec 3 tirs qui vont toucher en moyenne, qui vont toucher sur 2+, et blesser sur 3+, voire 2+, également, on peut faire beaucoup de grabuge sur de petites unités d'avant-garde. Donc le homme des mers, parfois il faudra sortir de l'unité, mais le laisser toujours dans les 3 pas des gardes maritimes afin qu'il puisse quand même faire les attentions chefs sur 4+. Au cas où, on ne sait jamais, donc ne pas le sortir non plus trop à l'aventure, mais le laisser dans un rayon de 3 pas du régiment afin qu'il puisse quand même garder une certaine protection grâce au régime. Effectivement, la phase de corps à corps. La phase de corps à corps, effectivement, ceux qui vont être le plus souvent au corps à corps dans cette armée, ce sont les maîtres des épées. Pourquoi avoir choisi les maîtres des épées? Parce qu'en fait, pour faire cette armée, eh bien, on a besoin de, quand on achète l'île de sang, on a nos gardes maritimes et les maîtres des épées. Donc quelque part, grâce à la boîte de démarrage, on se fait très vite cette armée. Donc ça c'est le premier point, on va dire financier de cette armée. Mais le deuxième point, c'est que les maîtres des épées sont en plus une unité extrêmement violente pour le corps à corps. 2 attaques chacun au premier rang, vont frapper sur 3 rangs, une très bonne CC, une force de 5. Donc une unité qui, en tout cas dans le monde de Warhammer, a très peu d'équivalent. Cette unité a effectivement pour but donc d'empêcher les plus grosses unités adverses d'arriver sur les gardes maritimes,
Mais en plus de ça, grâce à la bannière Dragon Monde, c'est l'unité qui va surtout aller chercher les éthérés, les démons, les unités qui pourraient vraiment faire beaucoup de mal. Et souvent aussi les seigneurs hyper boostés. Parce qu'un seigneur hyper boosté, c'est aussi un seigneur qui a une arme magique. Donc avoir toute une unité qui a une invue à 2+, face à un seigneur hyper boosté, c'est quand même très intéressant. Au corps à corps peuvent se retrouver également les gardes maritimes. Et là, le homme des mers est très intéressant. Puisque le homme des mers vous permet de faire plusieurs choses. Effectivement, en plus d'avoir les tirs de la revue patrouilleur, ils vont vous permettre également de vous reformer en cas de charge. La reformation va dépendre de l'unité que vous aurez en face de vous. Si vous avez une unité en type horde, vous allez pouvoir peut-être diminuer le nombre de touches ennemies en vous replaçant par rang de 5. Donc effectivement, en faisant ça, vous minimisez le nombre de touches que votre ennemi fera. Et vous, je rappelle quand même que vous êtes des gardes maritimes, que vous allez frapper en premier. Et en faisant de cette manière, et comme vous avez des lances, vous n'allez pas taper sur 3 rangs, mais vous allez taper sur 4 rangs. D'accord? Donc ça vous donne quand même un grand nombre d'attaques, plus de 20 attaques, alors que votre adversaire en aura en moyenne avec 5, allez, même un grand rang, ça va faire 7 x 2, 14, et 7, 21, avec un très bon régiment. Sinon, en moyenne, ça va juste être 15 attaques, et vous 20, et vous frapperez en premier. Donc, très souvent, la reformation de cette manière face à un gros régiment va vous aider. Si par contre c'est un régiment plus petit, de 5, à vous de faire des rangs de 7. Donc si vous montez sur des rangs de 7, vous allez avoir des attaques supplémentaires sur les côtés, et donc gagner également les attaques sur les côtés, sur les rangs en plus qu'il y a derrière. Donc effectivement, très souvent, vous allez refaire une formation en fonction du régiment que vous avez en face de vous. Ça permet, de se reformer, d'avoir donc de minimiser les touches de l'adversaire, de maximiser les vôtres, et surtout de gagner un grand nombre de rangs qui vont vous permettre quelque part de gagner la règle tenace au cas où si à la touche d'impact vous perdiez trop d'unités par rapport à elle. Ronde 1 versus. Effectivement, adaptez votre armée par rapport à l'armée adverse. Si vous jouez contre les démons du chaos, effectivement, vous avez une bannière qui s'appelle la bannière Dragon Monde. Sur cette bannière, il est marqué démons du chaos, tu as perdu. Non, je rigole. Mais vraiment, avoir une unité de maître des épées qui va avoir une invue à 2+ contre tout le reste de l'armée, ça aide beaucoup. Donc dans ce cadre d'armée, n'hésitez pas à toujours harceler avec les phénix dans un premier temps, mais vos maîtres des épées, n'hésitez pas à les envoyer très vite au corps à corps, ne les laissez pas stagner derrière. Effectivement, là, avec la bannière Dragon Monde, les démons n'ont qu'à bien se tenir, puisque un régiment de 28 mètres des épées qui a une invue à 2+ contre tout ce que vous faites, ça risque d'être plutôt puissant. Donc jouez sur cette force-là. N'oubliez pas que vous avez également accès au regard embrasé de Shem, qu'il faut placer au plus vite sur eux, puisque c'est 2d6 touches de force 4 pour un 5+, plus l'étouffement de l'âme que vous allez pouvoir mettre sur l'autre mage, plus tous vos tirs et les phénix pierre-feu, donc quelque chose déjà bien complet contre les démons, pas besoin d'adaptation d'armée, si ce n'est, n'oubliez pas d'envoyer effectivement vos maîtres des épées au plus vite au corps à corps. Contre les contes vampires ou les rois des tombes, voici deux armées qui jouent sur une masse, mais également sur la qualité des personnages. Dans ce cadre-là, effectivement, vous allez certainement avoir des régiments avec beaucoup de rangs. Donc effectivement, là, vos phénix pierre-feu vont faire beaucoup de bien sur ces régiments-là. Euh, on vous conseille vraiment contre ces armées-là de vous concentrer, effectivement, sur une unité. Donc souvent, l'une et l'autre vont avoir une grosse unité centrale. Donc effectivement, la détruire au plus vite. De la même manière, vous aurez avec le regard embrasé de Shem beaucoup d'avantages pour les détruire et l'étouffement de l'âme. Ne pas hésiter, là en tout cas pour votre magicien niveau 2, si vous devez avoir un sort supplémentaire dessus, c'est le passe-muraille. Parce qu'effectivement, avec le nombre de rangs, vous allez faire énormément d'attaques avec les phénix. De plus, contre les rois des tombes, la règle des attaques enflammées des phénix feront beaucoup de bien. Il ne faudra donc pas hésiter, certainement vers le tour 4 ou le tour 5, à les amener au corps à corps, en duo avec soit les gardes maritimes, soit les maîtres des épées. Contre les contes vampires, effectivement, vous avez un personnage qui va beaucoup vous embêter, c'est le seigneur vampire. N'hésitez pas à le défier, n'hésitez pas à l'amener à jouer contre simplement un champion.
Très souvent, on lui met en plus des armes magiques, donc si le champion, ça peut être le champion des maîtres des épées, l'invia de plus vous aidera beaucoup. Mais effectivement, contre ces deux armées, n'engagez pas trop vite le corps à corps, laissez vos tirs et surtout tous vos blasts de la magie, donc que ce soit boule de feu, regard embrasé de Shem et autres, faire leurs dégâts, et les passages des phénix. Contre tout ce qui va être Terror Guest, Machine Mortis pour les comptes vampires, n'hésitez pas non plus à envoyer ou à bloquer un phénix pire-feu pour justement le contrer. Contre les rois des tombes, effectivement, les grosses unités à forte endurance, peut-être les saturer au niveau des tirs avec les gardes maritimes serait judicieux, puisque peu importe l'endurance, effectivement, on peut toujours blesser sur un 6, et donc avec 40 tirs, malgré une grosse endurance, on peut largement réussir à faire du dégât. Alors, contre l'Empire et les nains, effectivement, il va falloir aller au plus vite pour gérer, en tout cas, ben voilà, les fameuses machines de guerre. Donc, tout ce qui va être train d'artillerie. Donc, par rapport à ce qu'on a dit, le petit changement dans la stratégie de jeu, c'est que les Phoenix vont peut-être faire un passage, mais que leur but va être surtout d'aller chercher ces machines de guerre assez rapidement. Ne pas hésiter à certainement leur donner des invulnérables grâce aux magiciens de la haute magie. Et ne pas hésiter également à essayer de détruire un maximum les unités qui vont avoir de forte endurance avec la main de plomb, euh, que vous aurez accès avec le maître du savoir. C'est les deux armées qui, avec leur artillerie, peuvent poser plus de problèmes, donc, et surtout avec l'anti-magie des nains, qui va vous être un petit peu difficile à gérer, bien qu'il va avoir du mal à gérer tous vos sorts, puisqu'avec le maître du savoir de Heut et le livre de Heut, la multitude des sorts va l'amener à ce que ces runes d'anti-magie et autres soient moins efficaces que contre d'autres armées. Voilà, donc vraiment là, la tactique de jeu qui va changer, c'est que les phénix ne vont pas faire que des passages, mais certainement un passage, puis aller chercher les machines de guerre qui pourraient vous faire du mal. Contre les elfes. Alors, contre les elfes, effectivement, il faut exploiter le fait qu'ils aient une endurance de 3. Donc, effectivement, contre ce principe d'une endurance de 3, la saturation des tirs, le passage des phénix vont beaucoup vous aider. La technique qu'il va falloir vraiment employer contre l'un et l'autre, c'est vraiment d'accepter, au niveau des hauts elfes et des elfes noirs, que certains sorts passent et de gérer ceux qui vont faire du dégât de masse. Voilà, il faut accepter qu'il y ait des améliorations qui passent sur l'une et l'autre, parce que avec des magiciens niveau 2, on ne peut pas gérer toute la magie. Et donc là, il faut accepter que leur magie soit puissante, et d'un autre côté, se dire qu'avec les phénix et tous les tirs qu'on a, on va assez bien les affaiblir. De plus, contre ce genre d'armée, retarder au plus tard, en tout cas contre les elfes noirs et les hauts elfes, le corps à corps, alors que contre les elfes sylvains, ne pas hésiter à envoyer au plus vite les maîtres des épées dans le corps à corps. Les royaumes ogres. Alors voilà une armée où il va être compliqué de jouer, mais pas tant que ça, puisque les phénix, avec leur force de 4 au passage et leur endurance de 4 chez les ogres, vont quand même faire normalement pas mal de dégâts, même s'ils ne vont pas profiter de beaucoup de rangs, puisqu'en règle générale, les ogres ne sont pas composés d'énormément de rangs. Pareil, retarder au plus tard le corps à corps, donc reculer un maximum tout en faisant les passages avec les phénix. Ne pas hésiter également à utiliser les miasmes pour les comment, ralentir au niveau du mouvement, puisque la miasme pourrait permettre de déduire d'un des trois leur mouvement. Avec un mouvement de 6, il pourrait arriver très vite. Donc ne pas hésiter, voilà, vraiment à réduire cette vitesse d'action chez les ogres et de retarder le corps à corps. Autre chose, se méfier vraiment des combos qu'il peut y avoir chez les ogres, qu'on connaît avec les mangeurs d'hommes, comme le tir précis, l'attaque empoisonnée, où effectivement, dans ce cadre-là, on va se retrouver très vite à mal avec nos personnages. Donc ne pas hésiter par exemple à mettre le mage de la haute magie dans le régiment de maître des épées pour avoir une grosse invue avec eux, même contre les tyrannies. Alors, contre les hommes lézards, eh bien, tout simplement prévoir à peu près la même chose que contre les ogres, sauf qu'il va falloir gérer un petit peu plus la magie, et que, effectivement, dans ce cadre-là,
Peut-être mettre le magicien niveau 2 bien avec les gardes maritimes et essayer de placer plus ses sorts à lui que ceux du maître du savoir de Heut, afin de protéger enfin, les deux régiments contre les sorts éventuels du slam. Alors, les guerriers du chaos et la Bretonnie. Le problème contre ces deux armées, c'est leur armure qui est souvent soit un plus, soit 2 plus, soit 3 plus, en tout cas qui sera toujours très élevée. Dans ce cadre, effectivement, la main de plomb chez le maître du savoir de Hoth vous sera très utile. Donc n'hésitez pas à la lancer à grande valeur grâce au livre et à essayer de décimer au plus vite les régiments avec les les fortes armures. Avec vos archers, essayez de décimer ceux qui n'en auront pas trop. Surtout chez les gardes maritimes, avec une force de 3, il vaut mieux viser quelque chose qui n'a pas trop d'armure. Et enfin, bah, avec les phénix, sur les régiments les plus importants, soit de cavalerie, soit de guerriers du chaos de base, vraiment passez, 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 ne vous attardez pas sur le reste. Alors, contre Skaven, Orques et Gobelins et Hommes-Bêtes, ce sont des armées de masse. Donc là, effectivement, avec votre mage niveau 2, il faudra essayer d'avoir, si vous avez passe-muraille, il faudra le garder, afin de faire un maximum de passages avec les phénix, parce que, effectivement, un des 6 touches de force 4 plus un des 3 par rang, des armées qui ont autant de rangs, ça va vraiment faire beaucoup de dégâts. Donc là, la combo des deux phénix va vraiment être optimisée. Vous n'avez pas trop à vous en faire parce qu'en plus avec le nombre de tirs que vous allez faire avec les gardes maritimes, le peu d'armure et le peu d'endurance qu'il va y avoir en face, vous devriez décimer assez facilement. Donc j'ai envie de dire contre ces trois armées, pas beaucoup d'adaptation à avoir puisque le match est déjà plutôt en votre faveur. Alors effectivement cette armée a été optimisée pour pouvoir utiliser le maître du savoir de Heut et les phénix de feu, pardon. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on a besoin de bien maîtriser la phase de magie. En magie, on a effectivement le maître du savoir de Heut, mais aussi un magicien niveau 2 de la haute magie. Ce magicien, effectivement, a accès à beaucoup de sorts et il faudra choisir en fonction de ce que vous avez en face de vous. La plupart du temps, passe-muraille sera un choix, si vous pouvez le prendre, important, puisqu'il vous permettra d'optimiser encore plus vos phénix spire-feu. L'étouffement de l'âme est un très bon sort de base pour justement augmenter le dégât, on va dire, à distance que vous allez faire avec le maître du savoir de Heut et vos gardes maritimes. Le drain de magie sera à prendre également au cas où en face de vous il y aurait un joueur de la vie afin d'enlever tous ces boosts ou un joueur de l'ombre qui vous mettra au contraire des malus. Donc si en face de vous vie, ombre et d'autres comme la lumière qui donnent de sacrés boosts également, le drain de magie peut être utile. Voilà. Dans la liste des sorts disponibles pour ce niveau 2, effectivement, on va plutôt mettre de côté Convocation ardente et Catharsis magique, tout simplement parce que leur valeur de lancement étant très élevée et que vous allez devoir optimiser votre phase avec les maîtres du savoir de Hoth, il vaut mieux éviter ces sorts et donc choisir entre l'étouffement et le drain de magie, le passe-muraille en priorité et pourquoi pas, en cas de problème, la main de gloire et la consécration qui peut vous être aussi très utile avec vos phénix. Expliquer au mieux le mode de fonctionnement du maître de savoir de Heut, autant montrer comment se passerait une phase de magie. Phase de magie classique, 7D, plutôt pas mal. Donc j'ai 7D avec moi. 7. J'ai le roi avec deux magiciens d'en canaliser 2. Effectivement, j'en canalise pas. Ça, c'est pas grave. Et donc avec ces 7D, on va essayer de lancer un maximum de sorts. Dans un premier temps, et c'est pour ça qu'on a un magicien niveau 2, on peut prendre des risques avec le maître du savoir de Heut. Avec le livre de Heut, on va lancer souvent les sorts à 1D. Au début de la partie, on va plutôt s'attarder sur boule de feu, regard embrasé de Shem par exemple, qui sont deux sorts qui passent à 5+. Donc dans ces cas-là, on peut commencer par exemple avec boule de feu, et boule de feu à 5+, on lance le dé, cette fois-ci ça passe, voir si l'adversaire va dissiper ou non. On n'a utilisé qu'un seul dé, on continue la phase de magie avec le regard embrasé de Shem, 2, ça ne passe pas, le livre de Hoth me permet de relancer, 5, donc je continue avec ma phase de magie avec le maître de Heut. On essaye toujours dans les 7 dés qui nous sont impartis, on va en laisser 2 souvent pour le magicien de la haute magie qui est à côté. Vous verrez, il y a des choix différents à faire à ce moment-là, mais souvent c'est ce qu'on fera, c'est lui laisser 2 dés. Ici, ce qui peut être intéressant, en plus des blasts, c'est peut-être de bloquer les machines adverses.
avec un blizzard. Donc là, le blizzard étant un 7+, je conseille plutôt de prendre 2 dés. Donc là, on a le droit de relancer grâce au livre de Hutt. On place le sort également. Dans le cas où on n'a que 7 dés, effectivement, il ne nous reste plus beaucoup de solutions. On a essayé de placer le blizzard. Si l'adversaire est un tireur, on va essayer de placer sang de la terre pour essayer de se protéger. Et si c'est un adversaire qui va plutôt vite, plutôt essayer de placer les miasmes afin de le ralentir. Donc là, pour le coup, imaginons contre une armée rapide, la miasme qu'on placerait, et ici, le livre de Hutt aurait pu nous aider, mais pas besoin, le jet était bon. Enfin, on continuerait notre blast, puisque étouffement de l'âme fera certainement partie de l'équipe, avec le magicien niveau 2 de la haute magie. Donc ici, 6 plus 3, puisque c'est un niveau 2, il lance à plus 3 grâce au bienfait d'Ilas, ça nous fait 9, et on placerait les 2 d6 touches de force 4. Donc si on résume, sur cette phase de magie, classique, avec un nombre de dés tout à fait normal, on infligerait 2 d6 touches, donc 4 d6 touches de force 4 en tout. On bloquerait une machine de guerre et on ralentirait le régiment principal de l'ennemi. Plutôt phase intéressante. Cette magie avec le maître du savoir de Hutt, c'est juste des malus et des bonus en début de partie. Si on était en fin de partie, on utiliserait non pas les blasts, mais plutôt tout ce qui va nous permettre en fait de se protéger. Souvent, la grande star de ces 8 sorts, ce serait l'incarnation de Visanne. Plus en force, plus en endurance, ça permet quand même aux elfes d'avoir une endurance de 4, alors que c'est leur principal problème, c'est d'avoir une endurance de 3. C'est quand même un sort qui est très intéressant avec eux. Et sang de la terre, qui permettrait par exemple aux gardes maritimes de gagner une régénération à 5+, et de se protéger encore plus fort. Voilà, c'est la fin de ce premier Tactica, chez nous à Namur en tout cas. C'est un Tactica voilà, qui ne se veut pas optimiser pour faire des tournois de fous furieux, mais en tout cas pour prendre grand plaisir avec cette liste armée. Donc merci de votre attention et n'hésitez pas à nous donner un peu de retour par rapport à ce qu'on vient de faire. Si vous avez trouvé ça bien, dites-le. Si vous avez trouvé ça mal, dites-le, pas trop. Et sinon, si vous, par contre, vous avez des idées pour qu'on améliore ce qu'on vient de faire, c'est avec grand plaisir qu'on les prendra. Et donc merci beaucoup à Benjamin pour son aide, pour l'assistance technique. Et on vous dit à bientôt.